Bonjour à tous. Elle a assisté à l'exclusion de ses collègues en bureau politique accusés de trahir la droite en prenant une opposition constructive plutôt que systématique à la politique du gouvernement, puis a fini à son tour par claquer la porte du parti après l'élection de Laurent Wauquiez à sa tête. Elle dit avoir été écœurée par le nini, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen donnés par son parti pour le second tour de la présidentielle, mais continue pour l'instant à siéger dans les rangs de la majorité de celui dont elle critique l'outrance à la région. Mon invité cette semaine, Nora Berra. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Nora Berra. Bonjour. Vous avez été surprise par les propos de Laurent Wauquiez, qu'on a entendu comme tout le monde. Écoutez, d'abord, mon premier commentaire, c'est de dire la tristesse que j'éprouve devant ce genre d'événements où Laurent Wauquiez se lâche, où il se met à dénigrer non seulement l'opposition, enfin en tout cas la majorité en place, et en dénigrant également ses propres collègues. Je trouve que c'est triste pour le premier parti de France, qui se veut un parti, le premier parti d'opposition, qui doit être dans la proposition de nouvelles mesures, de nouvelles dispositions pour faire avancer le pays. Et voilà, ces raisons-là me rendent triste parce que c'est assez dévastateur finalement pour la droite française. Il va porter plainte contre le média, contre le journaliste. Il dit que c'était des propos qui étaient censés rester privés. Écoutez, quand un homme politique ou une femme politique prend la parole devant un public, elle n'est plus privée. Il ne s'agit pas de parler de sa vie privée, il ne s'agit pas de dévoiler des questions intimes liées à sa vie privée, mais il s'agit ici d'un cours qui, par nature, a vocation à être relayé, commenté par les étudiants eux-mêmes, et ici, on voit bien que c'est commenté au-delà. Donc non, je pense que même lui, il avait dit, à partir du moment où il y a plus de 2 personnes autour de moi, je sais que mes propos vont sortir. Vous dites que vous trouvez que c'est dévastateur pour le premier parti d'opposition. En même temps, il y a eu un sondage au lendemain de ces explications sur BFM, et la majorité des Français, je ne parle même pas des sympathisants de droite, estiment qu'il a eu raison d'assumer ses propos. Comme il a dit, j'assume tout. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'on assume ou pas ses propos? C'est pas la question est-ce qu'il a raison de dénigrer ou de tenir ce genre de propos assez violents. Donc là aussi, il faut remettre dans leur justesse les commentaires et la réponse des personnes interrogées. Est-ce qu'il a eu raison? Enfin, il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire dans sa stratégie de communication et de défense. Il l'a fait sur le plateau de BFM l'autre jour en disant qu'il assumait tout. Et en même temps, en bottant un peu en touche sur les arguments repris un à un. Donc, que dire? Je trouve que ça ne donne pas une bonne image. Et cette façon de faire de la politique où on critique, où on insulte, quelque part où on dénigre, c'est pas de cela dont les Français ont besoin. Ils ont besoin d'apaisement, ils ont besoin de propositions. Mais lui, il dit je suis le patron de la droite et il marque des points à droite en faisant ce genre de buzz. Mais il marque des points où je pense qu'il faut distinguer... Chez ses électeurs. Il faut distinguer sa stratégie qui était pour briller la présidence du parti, où là, il avait une ligne très clivante et qui m'a profondément dérangée. C'est pourquoi j'ai quitté les Républicains. Et puis, l'autre question, c'est comment gagner les élections aux prochaines échéances électorales. Est-ce que ce discours clivant, violent, va être de nature à rassembler et à convaincre les électeurs? Je n'en suis pas sûre. Concernant ces propos sur Nicolas Sarkozy, qui se servirait des conseils des ministres pour pirater les comptes e-mail et messages de ses ministres, lui, il dit « j'ai évoqué une rumeur à ce moment-là ». Ça vous parle, cette rumeur ? Non, j'étais à la même table du Conseil des ministres que lui autour de Nicolas Sarkozy. Et on est dans une affabulation. Je n'ai pas entendu ce genre de rumeur. Et je suis d'ailleurs très étonnée de témoigner autant de déloyauté vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, à qui il doit son poste à la région, son siège à la région, et finalement son accession à la présidence du parti. Parce que, rappelons-le, ceux qui étaient des fidèles à Nicolas Sarkozy ont aussi apporté leur soutien à Laurent Wauquiez. Donc c'est assez décevant. Est-ce que vous avez lu le livre de votre collègue Philippe Langenieux-Villard sur Laurent Wauquiez? Je ne l'ai pas lu, j'ai vu le titre, mais je n'ai pas lu ce livre. Le titre justement, L'homme dangereux, les mots ont un sens. Est-ce qu'ils sont justifiés selon vous?
Sur quel plan dangereux? Je trouve qu'il est dangereux pour la droite, hein, parce que en tenant un discours très violent et clivant, on ne peut pas représenter la droite française, ou même l'électorat français. Demain, s'il aspire à occuper la plus haute fonction de l'État, c'est-à-dire la présidence de la République, je ne suis pas sûre que ce genre de propos consistent justement, sont à même de rassembler, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc dangereux pour la droite française, oui, dangereux aussi pour la démocratie, parce que dire aujourd'hui que la France est devenue une dictature, bon, c'est faire insulte aux institutions. Lui qui sort de l'ENA, lui qui connaît très bien les institutions françaises, c'est aller au-delà du raisonnable, en tout cas. Vous dites que vous n'êtes plus en phase avec le glissement vers une droite, y compris chez les électeurs, pas seulement son président. On voit bien que les électeurs le suivent et les électeurs ont toujours été un peu plus à droite, les militants républicains, que les dirigeants. À quoi est-ce que c'est dû, selon vous, ce glissement ? Écoutez, on l'a vu notamment pendant la campagne présidentielle avec François Fillon. Je dirais que l'accession de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle est plutôt le marqueur, effectivement, d'une population, je ne dirais pas qui se radicalise de façon comme ça, inéluctable. C'est une population qui ne trouve pas de réponse aux problèmes qu'elle vit au quotidien. C'est ça. Et la responsabilité de grands partis dans une démocratie, c'est de travailler autour d'un projet, de proposer de nouvelles politiques, de nouvelles pratiques politiques, de renouveler aussi le discours et d'être à même d'apporter des solutions aux problèmes des gens. On le voit, on voit effectivement que la question de l'éducation, la question de l'économie, la question de la géopolitique avec les flux migratoires qui Mais ça, c'est le même arrivent aux discours portes de l'Europe. que tient Laurent Wauquiez. Il dit voilà, les partis jusqu'à maintenant ne se sont pas préoccupés des électeurs, c'est pour ça qu'ils vont vers le Front National, donc moi je vais les récupérer. C'est ce discours qui tient. Il tient ce discours, écoutez, il se vante d'avoir un discours cash. Les Français n'attendent pas un discours cash, ils attendent un discours de vérité, ils attendent un parler vrai. Alors que ce que j'observe, il n'est pas dans un discours cash, il est dans un discours trash. Et donc, les Français ne se reconnaissent pas dans un discours violent. Et d'ailleurs, comme on l'a dit auparavant, dire que le soleil brille et que le ciel est bleu, ok. Au-delà de ça, il faut savoir aussi apporter des solutions aux problèmes, travailler sur un projet. Et on attend de Laurent Wauquiez à la tête du premier parti de France qu'il soit plus force de proposition, force d'opposition, puisqu'il se prétend être le premier opposant à la majorité, être force de proposition et pas uniquement être dans le discours, parce que le discours que j'entends moi aujourd'hui, c'est le discours qu'on a entendu dans la bouche de Marine Le Pen il y a encore quelques années, alors qu'elle adoucit aujourd'hui son discours pour essayer de rassembler au-delà de son camp très étriqué, de ses droites très, très extrêmes. On a un Laurent Wauquiez qui essaye effectivement de récupérer cet électorat, mais par le discours et pas par les propositions. Il n'est pas le premier. On se souvient que Nicolas Sarkozy, pareil, pendant les campagnes électorales, a toujours chassé sur les terres du Front National, quitte à en adopter le discours. Alors, non seulement, non, il avait aussi un programme, il y avait un projet pour la France, d'ailleurs à la tête des Républicains, pour briguer la tête de l'UMP et de transformer l'UMP en les Républicains. Mais est-ce que ça, sur le long terme, ça n'a pas participé à la radicalisation des électeurs? Il avait un projet, il a transformé le parti, il a réformé ce parti. Ensuite, il a travaillé, grâce aux différentes conventions qu'il a organisées, à un projet présidentiel qu'il a défendu ensuite au moment des primaires. Donc on ne peut pas réduire le discours de Nicolas Sarkozy à un discours... Non, mais est-ce que sur le long terme, ça n'a pas participé, d'une certaine façon, à la radicalisation des électeurs de droite qui voyaient leurs dirigeants de leur parti banaliser quelquefois le discours du Front National sur certains sujets? Oui, je suis d'accord avec vous. L'inspiration buissonnienne n'a pas été très heureuse, puisqu'on a vu que nous avons été balayés à chaque élection. En effet, présidentielle et législative, et même en 2012. Donc c'est un discours qui finalement nous porte vers l'échec. En tout cas, porte la droite vers l'échec. Aujourd'hui, je ne suis plus aux Républicains. Mais c'est en cela que je dis que c'est assez dévastateur. Vous avez quitté les Républicains en décembre dernier, au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez. C'est quoi? Vous considérez qu'il n'y a plus rien qui vous convient dans ce parti? Écoutez, les derniers événements me confortent dans la décision que j'ai prise en décembre dernier. Je disais que j'étais contre le nini, je disais que j'étais contre l'exclusion des collègues
qui sont entrés au gouvernement. Une mise en disponibilité, peut-être, mais pas une exclusion. Un parti qui exclut, c'est un parti qui s'étrique, c'est un parti qui démontre finalement une faiblesse dans cette capacité à rassembler. Et puis la ligne de Laurent Wauquiez qui est devenue majoritaire et prédominante au sein du parti. Les derniers propos qu'il a tenus à l'EM Lyon, finalement, en sont l'illustration. Mais c'est quoi, du coup, vous dites que oui, la ligne de Laurent Wauquiez est devenue majoritaire, c'est vrai. Est-ce que c'est que vous assumez finalement que vous n'êtes plus totalement en phase ni avec les dirigeants du parti, évidemment, on l'a compris, mais aussi avec une large majorité de vos militants? Alors, je voudrais apporter une nuance là-dessus, parce que parmi les responsables du Parti Les Républicains, il y a des personnalités pour lesquelles j'ai un profond respect et que j'admire, et qui ont fait le choix de rester dans ce parti pour essayer de construire avec Laurent Wauquiez. Je crains que Laurent Wauquiez essaye d'imposer sa vision de la politique, son idéologie, et qu'il n'y ait pas d'espace finalement pour que d'autres sensibilités puissent s'exprimer, comme c'était le cas. On l'a vu, il n'y en a pas vraiment. Avec Nicolas Sarkozy. Donc c'est ça que je regrette, et ce qui m'a fait finalement quitter ce parti. À terme, quel est votre souhait? Est-ce que c'est que tout le monde, tous les ténors comme vous, finissent par quitter le navire? Écoutez, chacun est renvoyé devant sa responsabilité. Moi, je préfère continuer à me regarder dans une glace et être en phase avec mes valeurs. Non, mais parce que certaines personnes partent comme ça. On voit que d'autres sont partis. On voit que Dominique Bussereau a quitté, que Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne, est partie. Donc il y a des personnalités, qui ne renouvellent pas leurs adhésions. Mais il n'y a pas vraiment de vague qui aurait peut-être plus d'impact sur l'avenir du parti, sur la politique, la ligne de Laurent Wauquiez? Parce que des acteurs au sein des Républicains espèrent influer sur la ligne du parti. Quand je vois Valérie Pécresse essayer de faire exister sa ligne au sein des Républicains... Vous lui dites bon courage? Oui, c'est pas sans mal. Ouais. Vous critiquez une ligne où l'outrance a pris le pas sur la droite sociale et humaniste que je compte encore défendre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Par quoi ça se concrétise? Comment vous pouvez encore défendre votre ligne? Vous n'êtes dans aucun parti aujourd'hui? Je suis dans aucun parti. En fait, c'est les valeurs que je continue à porter, mes valeurs de cette droite sociale si vous les portez seule et humaniste. Aujourd'hui, je suis élue dans 3 collectivités territoriales et je continue à incarner ces valeurs. D'ailleurs, vous êtes élu à la région, je le disais, dans la majorité de Laurent Wauquiez. Alors, j'ai été élue en tant que colistière avec un certain nombre de collègues autour d'un projet. Le projet pour la région, avec un plan d'action sur la durée du mandat. C'est-à-dire que le Laurent Wauquiez niveau national vous déçoit, mais à la région, c'est différent, c'est ça? Non, je ne parle pas de Laurent Wauquiez. S'agissant de la région, je parle du projet. Ouais. Le projet, je l'ai porté au même titre que mes collègues de la majorité régionale. Donc, je continue à cautionner ce projet. L'autre question, c'est la ligne de la droite républicaine en France. Et cette ligne de droite n'existe pas au sein des Républicains. Et c'est ce que je dénonce. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe centriste qui s'est constitué il y a quelques semaines? Ils sont 31 conseillers régionaux. Ils ont été élus comme vous avec Laurent Wauquiez. Et aujourd'hui, ils souhaitent désormais prendre leur indépendance. Ils sont leur groupe à part. Ils ont fait leur groupe. La question n'est pas de leur indépendance, c'est comment ils se comportent vis-à-vis du projet qu'ils ont porté aussi en tant que colistiers. Donc, est-ce qu'ils vont avoir un regard critique, prendre leur indépendance aussi dans leur façon d'aborder les dossiers? C'est toute la question sur laquelle on regardera. Vous dénoncez également le projet de fermeture de LR par rapport à la position du parti sur l'Europe, en tout cas de son président, parce qu'il va forcément y avoir débat à un moment à l'approche du prochain grand scrutin qui sera les européennes. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue et que la ligne eurosceptique sera celle portée par les Républicains pour ces élections? Alors, moi j'ai le souvenir, comme vous, d'un livre écrit par Laurent Wauquiez en 2014, qui avait mis à mal la campagne de l'UMP à l'époque pour les dernières européennes. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la ligne de Laurent Wauquiez, celle qui va... lui, il a plutôt assumé, encore le jour sur France 2, il a assumé avoir changé sur ce sujet-là et dire qu'il était, oui, plutôt eurosceptique, en tout cas, pas pour... Mais c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire une ligne économique plutôt protectionniste que libérale, une ligne eurosceptique plutôt qu'une ligne
pro-européenne, dans une construction d'un champ européen où on travaille sur une gouvernance économique, au moins au niveau de la zone euro, sur les questions de politique extérieure, parce qu'il se passe quand même des choses à l'échelle mondiale. On parle de flux migratoires, on parle de la question des réfugiés. Mais justement, dans ce contexte, dans ce paysage politique... poser la question au niveau européen, ce n'est pas uniquement une question française. Et là, le discours est complètement laconique. Dans ce contexte, dans ce paysage politique, qu'est-ce que vous pensez de la suggestion d'Alain Juppé qui s'est dit ouvert à une alliance avec le mouvement d'Emmanuel Macron, au moins sur ce sujet-là, pour le prochain scrutin? Écoutez, aujourd'hui, les différents partis n'ont pas fait part de leur projet. Mais sans parler de partis, parce qu'il semble que ça soit un peu dépassé, au moins pour ce scrutin. Il s'est mis en retrait des Républicains. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à la démission, comme d'ailleurs Dominique Bussereau. Mais au-delà de ça, c'est quel projet pour l'Europe? Moi qui ai été députée européenne on connaît plutôt le projet européen d'Emmanuel Macron. Pro-européen, oui, bien sûr. Qui est le principal aujourd'hui dans la classe politique, les réformes, quelles sont les réformes comment on va amender cette Europe qui ne correspond plus à l'aspiration des peuples? C'est ça. Comment on va faire Mais vous dites quand même pour que cette Commission européenne soit démocratique et pas uniquement un rassemblement de personnes nommées par les États membres? C'est ça la question. C'est comment cette Commission, qui est l'exécutif européen, va être beaucoup plus démocratique et va davantage représenter les aspirations des peuples. C'est toutes ces questions. Quelle gouvernance européenne en matière économique, en matière financière? Comment on va lutter contre les flux migratoires? Est-ce que vous connaissez bien l'Europe? Vous avez été parlementaire à Strasbourg et vous dites que vous ne souhaitez pas baisser les bras sur l'Europe, à vous entendre, mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous auriez envie de vous investir à nouveau au niveau européen? Mais, quand on est acteur politique, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe de l'Europe. Donc aujourd'hui, il est tôt pour savoir ce qu'on fera en 2019, ce que je ferai sur les questions européennes, comment je vais défendre, quel projet je vais défendre. Mais ça vous intéresse? Aujourd'hui, bien sûr, mais comme n'importe quel citoyen. Non seulement je suis intéressée comme citoyenne européenne, française européenne, mais je suis intéressée aussi comme acteur politique. Bien sûr, je porterai un regard sur les projets qui seront portés par les différents partis. Et je suis aujourd'hui libre de tout parti, en tout cas, et le soutien que j'apporterai correspondra en tout cas à mes valeurs. Mais au-delà d'un soutien, est-ce que vous pourriez être, plutôt que simplement d'observer, être actrice de ça, sur cette question européenne qui vous tient à cœur et qui est aujourd'hui l'un des grands enjeux d'ailleurs de votre famille politique? À défendre effectivement un projet, mais aujourd'hui il est un peu tôt pour se prononcer sur cette question. Vous êtes en discussion avec certaines personnes? Aujourd'hui, je ne suis pas en discussion. Il y a des personnalités qui ont souhaité me parler sur l'avenir, effectivement, de l'action politique. Lesquelles? Pour le moment, c'est pas la peine de droite? C'est pas la peine de dévoiler des choses qui n'ont pas encore de fondement. Mais l'avenir nous dira. Ça se cantonne à la droite ou ça va jusqu'à des gens de la République En Marche? Écoutez, je n'ai pas à divulguer le sens enfin en tout cas l'intérêt que je porte aux différentes formations politiques avec lesquelles je peux partager certaines valeurs, bien sûr. Après pratiquement 10 mois au pouvoir, quel regard vous portez sur la présidence d'Emmanuel Macron? Écoutez, ce que je peux dire, que sur l'échelle internationale, en tout cas, il a redoré l'image de la France après un quinquennat désastreux de François Hollande, où j'étais parlementaire européen, où on disait mais que fait la France, où la France est absente, où les députés européens étaient absents de l'hémicycle européen quand François Hollande venait parler. Donc ça, c'était assez triste et dérangeant pour la députée française que j'étais. Donc il a redoré le blason de la France à l'échelle internationale. Ensuite, sur la question économique, il a réformé le Code de travail, ce que la droite n'a pas fait. Il conduit des réformes que nous n'avons pas eu l'occasion de faire. Mais ce n'est pas un blanc-seing que je donne à Emmanuel Macron. Sur les questions, par exemple, la loi sur l'immigration, on superpose encore les textes législatifs sans se poser véritablement la question de ce qu'on veut
ensemble et les objectifs à atteindre. Vous trouvez que le gouvernement n'est pas clair sur cette question, justement? Oui, il n'est pas clair aujourd'hui sur la question. On s'interroge sur les délais, on raccourcit les délais de recours, on prolonge les délais de rétention, mais on ne s'interroge pas véritablement sur ce qu'on veut pour la France. Quelle est la capacité à absorber, quel est le nombre de personnes qu'on est en capacité d'absorber, d'intégrer, quel avenir on peut offrir, comment on aborde humainement aussi cette question et comment on s'inscrit aussi avec les partenaires européens, parce qu'on ne peut pas légiférer à l'échelle française en se désintéressant de ce qui se passe autour de nous. Allez, on passe tout de suite aux questions des réseaux sociaux. Vous avez été secrétaire d'État chargé des aînés puis de la santé sous Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de la crise dans les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien sûr qu'elle m'inquiète, parce que l'accompagnement de nos personnes, des personnes âgées, de nos aînés les plus fragiles est une préoccupation. C'est à la façon dont on traite les plus fragiles qu'on juge la qualité d'une société. Et donc c'est un problème crucial. Ce que je déplore, c'est que nous tardions tant à réformer, à apporter cette réforme de la dépendance qui consiste à financer la dépendance. Aujourd'hui, dans les EHPAD, il y a le budget de l'assurance maladie qui finance le soin, il y a le budget des départements qui finance la dépendance, avec la crise du financement des départements qu'on connaît, et puis malheureusement tout ce qui relève de l'hébergement, de l'hôtellerie qui est à la charge des personnes âgées. Et c'est c'est sur cette question qu'il faut s'interroger pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les personnes âgées et apporter des moyens supplémentaires dans l'accompagnement de nos aînés. Les propos de Nicolas Sarkozy rapportés par le Canard après les propos de Laurent Wauquiez, je vous les fais en bref. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j'étais toi, je me trouverais un autre métier. Écoutez, je ne sais pas s'il a véritablement tenu ses propos. Vous reconnaissez quand même le langage de Nicolas Sarkozy quand il est agacé? Ce que j'imagine, c'est la colère que Nicolas Sarkozy a pu éprouver en découvrant les propos que Laurent Wauquiez a tenus à son égard. Laurent Wauquiez doit tout à Nicolas Sarkozy, et cette déloyauté est assez dérangeante. Depuis l'interpellation de l'islamologue controversé Tariq Ramadan, mis en examen pour viol et viol sur personnes vulnérables, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, a demandé sa libération et dénonce un lynchage politico-médiatique. Écoutez, moi, voilà, la féministe que je suis ne peut pas cautionner qu'on puisse porter atteinte à l'intégrité des femmes. Sur cette question en particulier, moi je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas sur quelle base le recteur de la mosquée de Lyon appelle à sa libération. Je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Est-ce que c'est responsable de dénoncer un lynchage politico-médiatique avec un fond de complot derrière qu'on connaît? Écoutez, moi, sur ces questions judiciaires, il est prudent de ne pas... Sans parler de la question judiciaire... Mais appeler à la libération, c'est déjà d'ingérer sur les questions judiciaires. Il y a des juges qui jugent dans ce pays. Donc on ne peut pas se substituer mais de dire que finalement, à l'instruction et au jugement Tariq Ramadan des juges. a des problèmes judiciaires, c'est parce que derrière, il y a un complot derrière lui, c'est ça la question? La question, elle est absolument... contre les musulmans, etc. Non, moi, tout ce que je sais, c'est que des femmes ont porté plainte contre Tariq Ramadan. La justice doit faire son travail et les juges jugeront si en effet ces plaintes sont fondées, et auquel cas la sanction doit être à la hauteur du préjudice qu'ont subi ces femmes. On passe tout de suite aux dernières questions. Emmanuel Hamelin a lui décidé de claquer la porte des Républicains il y a quelques jours, après les propos de Laurent Wauquiez. Il dit que Nicolas Sarkozy a été informé de ma démarche et ne m'en a pas dissuadé. Vous en avez parlé avec Nicolas Sarkozy? Moi, je prends toujours mes décisions de façon souveraine. Ouais. Donc, quand j'ai décidé en décembre de démissionner, c'était pour les raisons que vous connaissez, que j'ai déjà exposées. Nicolas Sarkozy... Je discute avec lui encore aujourd'hui, donc je suis dans une relation amicale. Mais du coup, vous comprenez quand il laisse entendre, en gros, Nicolas Sarkozy ne m'a pas dissuadé de quitter les Républicains, sous-entendu. Mais Nicolas Sarkozy respecte le choix des individus. Je veux dire, de quel droit Nicolas Sarkozy s'opposerait à une décision, à un choix d'un acteur politique? Je reconnais, en tout cas, dans ce propos, si c'est le cas, le respect de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des décisions personnelles de chacun. Vous pensez revenir un jour chez les Républicains?
je viens d'en sortir, donc... C'est définitif, ferme, il n'y aura jamais de retour? Non, mais je ne peux pas dire... Aujourd'hui, je vous parle... Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir chez LR? Qu'est-ce qui pourrait me faire revenir? D'abord, on verra, l'avenir nous le dira, mais je ne suis pas en rupture avec une ligne, une idéologie portée par une droite républicaine, constructive, face à une majorité, et respectueuse et bienveillante vis-à-vis de ses militants, vis-à-vis de la société. Donc, une société d'apaisement, c'est ça que je recherche. Juste en 10 secondes, vous vous considérez comme constructif. Vous êtes ouverte à la démarche d'Emmanuel Macron. On a parlé un peu de son bilan, son premier bilan depuis son élection. Est-ce que vous vous interdisez un jour de travailler avec lui? Mais à partir du moment où on partage... Sur des sujets que vous partagez avec lui, il y en a beaucoup. Sur des sujets, la question ne se pose pas, d'abord. Si on me sollicite pour travailler sur un dossier, si c'est pour faire avancer la France, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas intervenir sur un dossier dont on maîtrise les contours. Certains le sont par principe, en se disant « je ne suis pas en marche » et... Vous pourriez non, la question ne se pose pas comme ça. Elle n'est pas de façon partisane. Elle est sur la question d'œuvrer pour le pays. Merci beaucoup Nora Berra d'avoir été mon invitée. Tous vos replays sur tlm.tv, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face. Très bonne semaine. Merci à vous.